toujours fort intéressant de participer au grand rassemblement. Donc, si en plus, j'ai même l'occasion d'échanger dès le début, j'en profite. Donc, j'ai essayé de m'inscrire vraiment dans la thématique proposée par le REFAT cette année, en proposant une réflexion un petit peu entre découverte et renouveau au niveau de la formation à distance, au niveau de la formation. En gros, qu'est-ce qui a entraîné la pandémie? Donc, le plan est le suivant, assez simple, une très, très brève introduction pour dire d'où je pars. Et puis, 5 points, la formation à distance, donc d'hier à aujourd'hui, la formation à distance et l'urgence, donc les défis qui sont arrivés. Formation à distance et déploiement, donc quelques principes d'action et d'exemples de ce qui a pu être mis en œuvre. Formation à distance et pandémie, donc l'aspect particulier du contexte, revenir dessus, c'est toujours important parce que ça crée des choses spécifiques. Et puis, formation à distance et à venir, quelle perspective? Donc, j'aurais pu mettre le point d'interrogation. Et c'est pour nous inviter à nous interroger un petit peu plus sur ce qu'il va advenir. Évidemment, il y aura beaucoup de discussions tout au long des journées à venir, donc ça va être bien intéressant. Un petit peu de distance. Bien souvent, quand on fait une conférence d'ouverture, on parle de choses assez générales et souvent, on oublie de dire un petit peu d'où on part. Quelque part, j'aurais pu dire d'où vient la distance que je prends en référence à un numéro de distance et savoir de 2011, parce que finalement, c'est ça, d'où est-ce qu'on part? Donc moi, en l'occurrence, eh bien, je pars de mon expertise en formation à distance en tant que professeur et chercheur à l'université TÉLUQ. Je pars également des recherches que je mène qui m'ont permis, depuis le début de la pandémie, d'avoir des entretiens avec des directions d'école, avec des centres de services scolaires, avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, etc. Et également de mon expérience comme membre du CREBE, donc du comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation en 2020-2021, ce qui a permis également d'avoir de nombreux échanges avec d'autres personnes, aussi bien au primaire, au secondaire, au collégial, à l'universitaire. Et évidemment, c'est avant tout un point de vue québécois, mais il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, peuvent se transposer dans les autres parties du Canada, voire d'outre-Atlantique. Donc voilà, j'essaye pour cette conférence d'ouverture d'être interordre le plus possible, même si les exemples vont évidemment venir plus d'un ordre ou de l'autre. Donc, FAD d'hier à aujourd'hui, eh bien, comme le titrait Viviane Glickman, qui nous a fait l'honneur de coordonner un numéro de médiation et médiatisation, la formation à distance a une histoire qui est déjà longue, on le sait bien. Alors, on pourrait, comme John Daniel, la faire remonter il y a 2000 ans, mais bien souvent, on l'a fait remonter au milieu du 19e siècle avec l'invention du timbre-poste, le développement des méthodes de reproduction à bas coût. Donc, on connaît tous cet aspect d'enseignement par correspondance qui était quand même prédominant donc, du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, qui s'est au fur et à mesure enrichi avec le développement de la radio éducative, de la télévision éducative, donc des programmes qui ont souvent fonctionné dans les années 60, 70, début des années 80, développement de l'informatique, ça s'enrichit encore. Donc, on a un enseignement par correspondance qui inclut quelque part différentes choses, des envois de cassettes, de vidéos et autres. Et puis, fin des années 90, développement d'Internet, développement de la formation à distance en ligne, ce qu'on connaît plus aujourd'hui. Donc, on voit bien que le développement de la formation à distance, son évolution est liée évidemment à l'évolution des médias, des technologies, mais c'est également lié, on l'oublie parfois, au contexte et aux enjeux. Donc, par exemple, on sait qu'il y a l'enjeu d'accessibilité géographique dans les grands pays comme le Canada, comme l'Australie, qui fait que la formation à distance avait besoin d'être développée pour favoriser cette accessibilité, qu'il y a aussi des moments historiques particuliers. On peut penser au développement du CNED en France, au Centre national d'enseignement à distance, qui s'est créé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait permettre aux élèves qui étaient déplacés, aux soldats, etc., de pouvoir continuer à se former. Donc, on voit l'importance des médias, l'importance des contextes, des enjeux historiques qui sont là. Et c'est un petit peu dans cette lignée-là qu'on va réfléchir aujourd'hui, puisque la pandémie a quand même créé une situation, un contexte particulier.
dans toute cette évolution de la formation à distance que je trace ici très, très rapidement, parce que ceux qui veulent en savoir plus iront relire le numéro de médiation et médiatisation, on sait que oui, les technologies ont une influence pour le développement de la formation à distance, mais bien souvent, on est un petit peu loin des discours parce qu'on retrouve toujours les mêmes discours à chaque nouvelle technologie. Ça va permettre une révolution pédagogique, puis après, ah ben non, finalement, ça ne change pas tant les choses que ça. Donc on a des discours qui sont quand même assez permanents, si ce n'est qu'avec le développement d'Internet, il y a quand même une amélioration tangible des potentialités de communication qui fait qu'il y a quand même eu certains changements qui ont pu avoir lieu, notamment pour ceux qui souhaitaient mettre en place des pédagogies plus socio-constructivistes, etc., possibilité de travailler ensemble en ligne qui n'étaient pas présentes avec les anciennes technologies. Donc, les évolutions ne sont jamais révolutionnaires, mais il y en a quand même auxquelles on peut assister. La formation à distance, avant la pandémie, eh bien, on le sait, c'était avant tout un choix. Donc, il y avait des apprenants souvent qualifiés de non traditionnels, entre guillemets, en ce sens qu'il ne s'agissait pas de jeunes étudiants dans la lignée de leur parcours, mais bien souvent d'étudiants qui revenaient aux études sous forme de formation à distance, alors qu'ils travaillaient, qu'ils avaient une famille, donc un emploi du temps plus complexe, qui en profitent pour s'inscrire à temps partiel. Donc, professeur à la télé, je le vois bien, 80% de nos étudiants sont inscrits à temps partiel. Donc, il y avait cet aspect d'intérêt particulier pour certains publics de s'inscrire en formation à distance. Et il en va de même pour les enseignants, puisque bien souvent, les enseignants en formation à distance s'orientaient vers la formation à distance par intérêt particulier pour ce mode d'enseignement, pour l'usage des technologies, pour le fait d'avoir un accompagnement plus individualisé, enfin peu importe, mais souvent un intérêt particulier. Puis j'en suis l'exemple même, là, quand on m'a proposé de venir enseigner à l'université TÉLUQ alors que j'enseignais à l'université de Picardie, qui était une université campus, je me suis dit c'est fantastique, j'ai fait ma thèse dans le domaine, je vais venir, j'ai un intérêt à enseigner à distance plutôt qu'en présence. Ce faisant, pendant toute cette période avant la pandémie, il y avait quand même une connaissance assez limitée de la formation à distance. Je me rappelle très bien qu'arrivé à Québec, quand j'expliquais que je travaillais à l'université TÉLUQ, on me disait « Ah, TÉLUS !» Non, non, à la TÉLUQ, je me disais « Mais comment c'est possible de ne pas connaître une institution qui existe depuis 1972-73 ?» Mais c'est ça, bien souvent les apprenants qui, eux, avaient fait de la formation à distance connaissaient, mais le grand public, pas forcément. Il y avait parfois aussi une image dévalorisée, de dire bah, c'est de la formation à distance, donc c'est de moindre qualité, etc. Avec la pandémie, les choses ont un petit peu changé. La formation à distance n'est plus devenue un choix, mais je dirais presque une fatalité. Là, c'était la seule possibilité pendant les périodes de confinement. Donc, elle a été imposée là aux apprenants traditionnels, quel que soit leur niveau, aux enseignants aussi, qui étaient pas forcément du tout enclin à en donner, certains oui, d'autres non. Là, c'était, bah, il n'y a plus que ça à faire, donc voilà. Évidemment, ça a permis de prendre connaissance de la formation à distance pour tout à chacun. De découvrir qu'est-ce que c'était, avec une image peut-être aléatoire malgré tout, parce qu'on peut se dire il y a une meilleure connaissance, donc il y a une plus grande valorisation, oui et non, parce qu'on sait très bien que ça a été, dans certains cas, une formation à distance d'urgence qui n'a pas forcément été au top de ce que peut être la formation à distance. Donc, en ce sens, peut-être que l'image dégradée a pu rester, mais la meilleure connaissance qu'il y a eu permet quand même d'avoir fait prendre conscience, au moins, qu'il s'agit de quelque chose de spécifique, à savoir qu'on ne fait pas de la formation à distance n'importe comment et qu'il y a un réel travail d'expertise qu'il y a à mettre en place derrière pour faire une bonne formation à distance. Donc, on a une plus grande connaissance quand même de ce que c'est dans l'ensemble. Ça a amené évidemment des changements abrupts. Donc, par exemple, au niveau collégial, les chiffres du ministère montrent qu'en 2020-2021, il y a eu une grande augmentation des inscriptions dans les cours en formation à distance. Et on voit que c'est très différent de ce qu'il y avait avant en termes de pourcentage. Pareil pour l'enseignement supérieur. Alors, il faut signaler quand même, parce que certains vont me dire, mais là, ce sont des chiffres un petit peu bizarres, c'est ce que je me suis dit également en les voyant, mais au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, puisque là, ce sont deux exemples de l'enseignement supérieur,
on n'a pas de données concrètes sur combien d'étudiants sont inscrits en formation à distance ou autre. Il n'y a que les activités, donc que les cours en formation à distance avec les inscriptions à l'automne qui sont comptés ainsi. Et c'est quand même assez particulier. On peut supposer grandement que les cours qui sont par exemple Komodo à l'Université Laval, on sait qu'il y en a énormément, donc qui sont donnés en présence et à distance, ne sont comptés que comme en présence, parce qu'en réalité, il y a plus de pourcentage de cours qui existent à distance. Mais cela dit, l'évolution est quand même nette. On voit que l'année 2020 a été une rupture par rapport à l'enseignement en présence et que l'enseignement à distance n'a pas eu d'autre choix que de se développer énormément. Donc, formation à distance et urgence, on sait que ça a soulevé de nombreux défis. Donc, je vais vous présenter un petit peu ma réflexion du jour de cette manière. Ça aurait pu être fait autrement, mais je me suis dit, quels ont été les principaux domaines de changement? Il y en a au niveau des technologies, au niveau de la formation à distance, au niveau de l'accompagnement, de l'évaluation. Et puis, regardons voir qu'est-ce qu'il en est si on prend différents acteurs, donc au niveau des directions, des enseignants, des apprenants, puis quelques solutions qui ont été mises en place par ces acteurs. Donc, au niveau des technologies et des directions, mais qu'est-ce qu'ils ont pu constater? Qu'il y avait souvent un manque d'équipement, que ce soit du personnel ou des élèves, et de compétences. Donc, les élèves, les étudiants, les enseignants n'avaient pas toujours les compétences nécessaires pour bien utiliser les outils nécessaires à la formation à distance. Et de même, au niveau de la formation, il a pu être constaté qu'il y avait un manque de connaissances du personnel enseignant, notamment pour former à distance, mais également des élèves et des étudiants. Au niveau de l'accompagnement, ils ont pu remarquer qu'il y avait souvent un manque de personnel qualifié pour aider parce que bien souvent, il y a des conseillers pédagogiques, mais les conseillers technopédagogiques sont quand même beaucoup plus rares et quand on en a besoin en grand nombre dans des circonstances pareilles, ça devenait compliqué. Et au niveau de l'évaluation, il y a eu des interrogations quant à la fiabilité des évaluations qui pouvaient être faites en ligne. Donc, différents défis qui se sont imposés avec le développement de la formation à distance dès le début de la pandémie. Pareil pour les enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ils ont eu une certaine difficulté à s'approprier de nouveaux outils technologiques et à les instrumenter à des fins d'enseignement. Pour la formation, bien souvent, ils avaient des difficultés à concevoir des cours à distance. Donc, la première chose, bien souvent, quand on a des difficultés, quand on est dans un contexte d'urgence, c'est de se replier sur ce qu'on sait faire. Donc, il y a une tentative de faire comme on faisait en classe, là, mais à distance. Au niveau de l'accompagnement également, certaines difficultés à maintenir le contact, à accompagner les apprenants. Et puis, au niveau de l'évaluation, des difficultés à conserver des activités d'évaluation parce qu'on essaye de transposer, mais ça marche moins bien. Donc, on essaye d'en créer une nouvelle, mais là aussi, ce n'est pas toujours évident. Au niveau des apprenants, des difficultés à s'approprier de nouveaux outils et à les instrumenter à des fins d'apprentissage. Au niveau de la formation, une certaine difficulté à être autonome, c'est-à-dire qu'on sait bien en formation à distance, il convient d'être un petit peu plus autonome, de gérer ses horaires, ses connexions, etc., son travail. Les apprenants, quel que soit l'âge, pouvaient rencontrer des difficultés à ce niveau-là. En termes d'accompagnement, ils avaient plus de difficultés parfois à entrer en communication avec leurs enseignants et on sait très bien qu'il y avait un manque de contact avec les camarades qui a pu être dommageable pour certains. Et en termes d'évaluation, il y a parfois des difficultés aussi à changer de formule d'évaluation, des tentations possibles de tricher, de plagier, et puis une anxiété aussi face à l'incertitude dès lors que ça change. Est-ce que la connexion va être bonne? Est-ce que ça va pas se couper au milieu de mon évaluation, etc., etc. Donc, il y a pu y avoir des sources de stress qui sont ainsi créées, et donc des défis finalement pour tous les acteurs aux différents niveaux. Les solutions ont été intéressantes, ont été en général assez bien adaptées à l'urgence de la situation. Donc, au niveau des technologies, il s'agissait évidemment d'équiper les enseignants, les élèves, les étudiants, de former aux plateformes qui permettaient de la formation à distance. En termes de formation, à la formation à distance, ça a été beaucoup des formations courtes. En ce qui concerne l'accompagnement, il s'agissait beaucoup d'être disponible, de diversifier les moyens de communication et puis pour l'évaluation, de réfléchir à une façon de renouveler les façons d'évaluer. Et donc, ce que je vous propose désormais, c'est de revenir plus précisément sur ces différentes solutions
en voyant bien finalement quelques exemples de grandes idées ou de principes et d'applications concrètes de ce qui a pu être fait. Donc, au niveau des technologies, bien, on le sait, là, les élèves au primaire, notamment secondaire, au début, ont souvent eu des photocopies, des choses comme ça, ils ont également été équipés, les enseignants évidemment également, donc tablettes, ordinateurs portables, lorsque c'était nécessaire, et ceux qui n'avaient pas Internet ont aussi pu bénéficier d'un abonnement payé par l'école, d'une clé 5G pour se connecter. Donc, il s'agissait vraiment de combler la fracture numérique concernant l'équipement. Concernant l'équipement, ça se fait relativement bien, mais on sait très bien qu'il y avait également une fracture numérique concernant les compétences, ce qui est évidemment toujours plus difficile. Si on prend le cas bien des centres de services scolaires, on sait que les ressources éducatives ont partagé des ressources assez rapidement, ont réfléchi à la manière de mettre les choses en œuvre pour que des évolutions puissent avoir lieu rapidement et que tout le monde puisse être équipé et à l'aise. En termes d'exemples, eh bien, il y a un directeur, par exemple, qui nous dit que beaucoup de familles n'étaient pas équipées au début de la pandémie. Tous les élèves ont un Chromebook maintenant, donc on voit qu'il y a eu vraiment un équipement rapide. Et puis, un enseignant nous expliquait que bien, finalement, on apprend en même temps pour dire, bien oui, on essaie de prendre en main la plateforme ou l'outil un petit peu avant le cours, mais en même temps, il va toujours y avoir un moment donné où on ne sait pas comment faire telle chose, où on cherche tel bouton, puis finalement, les élèves vont chercher avec nous et on apprend ensemble à développer ces compétences numériques. Donc, il y a tout cet aspect de développement des compétences numériques qui est quand même très intéressant pendant cette période de pandémie qui s'est développée assez rapidement dès le début. En termes de formation à distance, et l'idée principale, c'était évidemment de trouver des formations courtes qui permettent de former le personnel rapidement pour passer donc de la présence à la distance pour les enseignants aussi bien que pour les autres membres du personnel. Et donc, il y a eu beaucoup d'usage des formations du REFSI, de J'enseigne à distance, de Cadre 21, aussi des formations à l'interne adaptées vraiment au personnel et puis des webinaires, des conférences d'experts, etc. Donc, beaucoup de recherches de formations courtes. Qu'est-ce que ça a pu donner? Bien là, j'ai un exemple évidemment que je connais bien, qui est la formation J'enseigne à distance. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? D'une part parce que je le connais bien, puis d'autre part parce que on réfléchit aux évolutions de la formation à distance. Et puis pour nous, à la TELUC, quand on a eu ce mandat de créer J'enseigne à distance, ça a été quand même tout un chamboulement dans nos pratiques. Réellement, on n'a pas pu se dire, bien là, on va prendre une année et demie pour créer un cours et puis y aller tranquillement à notre rythme, en voyant les experts, en attendant que le studio soit libre, etc. C'était pas ça. Il fallait créer rapidement cette formation. Donc, en 4 mois, il y a 4 micro-programmes qui ont été créés pour 3 niveaux de formation ou 3 heures d'enseignement. Il fallait en même temps produire, corriger, recréer, travailler sur les différents micro-programmes en même temps, essayer de trouver les connaissances, les expertises, les compétences les mieux adaptées pour pouvoir conseiller tout le monde selon les heures d'enseignement. Donc, travailler avec énormément de personnes en simultané. On a eu à peu près 50 professionnels de tous horizons. Là, j'ai mis en bas les petits logos, là, mais il y a eu des personnes vraiment experts dans ce qu'ils faisaient, des enseignants aussi qui pouvaient témoigner de leur pratique. Donc, il a fallu agir très, très rapidement pour créer quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de créer, qui était finalement des conseils très pratiques, adaptés au terrain, aux heures d'enseignement, en étant tout le temps dans un travail de création, conception, modification, en acceptant aussi parfois d'être un petit peu moins exigeant que ce à quoi on est habitué parce que, bah oui, en termes de confinement, on peut pas aller dans un studio d'enregistrement. Parfois, il faut accepter qu'une vidéo Zoom qui est peut-être d'un peu moindre qualité fera le travail également. Et en si peu de temps, donc, il y a eu beaucoup de productions, là, comme vous pouvez le voir, 590 pages web, 973 images, etc. Donc, tout ça a été créé en très peu de temps. Et le contexte particulier fait aussi que l'étendue de l'usage de la formation était aussi beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pensé, puisque c'était une formation faite pour les enseignants au Québec. Les enseignants au Québec, il y en a 130 000, tout ordre confondu. Finalement, on a eu 268 000 utilisateurs dans 184 pays, alors qu'il n'y a pas eu de publicité faite nulle part en dehors du Québec. Et un certain nombre d'attestations émises qui prouvent aussi que les enseignants avaient besoin de faire reconnaître cela dans leur formation. Donc,
où les directions avaient besoin de voir que cela était fait. Donc, c'est quand même intéressant, là aussi, en termes de réflexion sur l'évolution des pratiques et leur expansion. En termes d'accompagnement, le principe de base peut être un peu celui qu'un directeur de centre de services scolaires nous indiquait en nous disant le nerf de la guerre, c'est la communication rapide et fréquente. Donc, dans les situations de crise, c'est connu. Puis là, il fallait faire face fallait réussir quelque part à gérer l'inconnu, gérer l'imprévisible, ce qui est évidemment toujours compliqué pour tous. Donc, la communication et l'accompagnement étaient vraiment primordial à tous les niveaux, aussi bien entre, par exemple, les CSS et les directions d'école, qu'entre les directions et les enseignants, pareil dans les collèges, les universités. Quel que soit l'ordre d'enseignement, les conseillers pédagogiques ont aidé les enseignants. Il y a eu de l'entraide aussi entre conseillers pédagogiques et conseillers techno-pédagogiques pour que les uns aident les autres à la prise en main des technologies, de l'entraide entre les enseignants également, les plus à l'aise qui montraient à ceux qui savaient moins. Donc, à quelques niveaux que ce soit, on s'aperçoit en fait que l'effet de crise a amené une forme de solidarité qui a fait en sorte que malgré la surcharge de travail de tous, tout le monde était quelque part plus disponible qu'on l'est habituellement pour les autres. Donc, que ce soit, comme on disait, les directions pour les enseignants pour les élèves ou pour d'autres collègues. Donc là, l'un des grands principes de l'accompagnement était vraiment une sorte d'ouverture à l'autre, une adaptation aux besoins de l'autre, aussi bien en termes de contenu, de compétences à développer qu'en termes de moments de se rencontrer et puis de technologies adaptées à ces rencontres virtuelles. Un exemple, eh bien, on sait qu'il y avait une difficulté donc de créer du lien à distance au niveau de la communication. C'était pas toujours évident. Et ce qui s'est passé en primaire, en secondaire, par exemple, c'est que dans certaines écoles, les enseignants ont été prendre des nouvelles de chacun de leurs élèves chez eux, ou plutôt à 2 mètres du pas de la porte, pour être réaliste. Et ils ont donc essayé d'être présents d'abord en vrai, là, en chair, en os, de passer sinon aussi des appels téléphoniques. Il y en a eu beaucoup. Donc, on voit qu'au début, il y avait vraiment un accompagnement qui était plus psychosocial que d'habitude, une recherche de maintenir un lien puis de s'assurer que tout le monde allait bien. Et puis, ce qui s'est passé aussi avec le développement de la formation à distance, des cours en ligne, eh bien, c'est qu'il y a eu une certaine forme de compensation, pourrait-on dire. Là, on le voit, un enseignant qui dit c'est assez commun que des élèves m'écrivaient en dehors des cours, parce qu'en fait, ce qui se passait bien souvent, c'est que la formation à distance se résumait à transposer un cours en présence en visioconférence. Les caméras étaient fermées, donc évidemment, on manque de liens, etc. Mais plusieurs enseignants nous disent oui, mais une fois que le cours était terminé, que la plupart avaient quitté, là, il y en a quelques-uns qui allumaient leur caméra et on avait des échanges. De même, certains nous disent, les élèves nous contactaient à n'importe quelle heure, par Teams, par SMS, par d'autres médias. Donc, il y avait des liens qui se recréaient différemment, des liens quelque part plus personnels, au lieu d'être je suis un membre de la classe et je suis vraiment un élève ou un étudiant et j'ai des échanges individuels avec mon enseignant. De telle sorte qu'un enseignant nous dit le plus grand apport positif, c'est la proximité que j'ai pu avoir avec certains élèves. Évidemment, on ne peut pas oublier aussi qu'il y en a d'autres qui ont peut-être pas réussi à établir ce lien, se sont sentis isolés, mais il y a eu des formes de communication nouvelles qui se sont invitées avec la formation à distance. En termes d'évaluation, eh bien, l'évaluation, on le sait, là, c'est un enjeu majeur qui est étroitement lié à la forme scolaire, comme le soulignait Marc Romainville lors de la conférence d'ouverture du colloque ROC à l'automne dernier. Et de fait, en fait, l'évaluation vise à estimer les acquis des apprenants, à les rendre comparables, à permettre le passage d'une année à l'autre, à octroyer des certifications qui ont une valeur. Donc, en bref, c'est quand même quelque chose de très important. Et le premier réflexe, comme on disait tantôt, en temps de crise, c'est souvent de vouloir se replier sur ce qu'on fait habituellement, de telle sorte qu'on a entendu beaucoup d'enseignants puis de direction qui nous expliquaient que les évaluations se faisaient pendant les rares moments où les élèves pouvaient revenir en classe. Donc, les pauvres étaient à distance tout le temps, puis reviennent en classe. Ah, c'est pour passer des examens, parce que c'est là où on est sûr de pouvoir être derrière eux, à les surveiller, à chronométrer le temps. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé bien souvent, en tout cas dans les premiers temps de la pandémie.
Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas non plus la panacée, et donc il y a eu des réflexions qui se sont créées. Ça a permis de travailler davantage ensemble, et des enseignants, des conseillers pédagogiques et autres qui ont commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour évaluer autrement les apprenants. Et donc, pour essayer d'éviter eh bien le plagiat, la tricherie, on sait très bien, oui, qu'il y en a eu des équipements à distance de surveillance avec 36 caméras dans la classe, mais il y a aussi beaucoup de réflexions sur comment on peut faire autrement. Et donc, on voit certains enseignants qui ont décidé d'évaluer moins mais mieux, c'est-à-dire de vraiment se recentrer sur les cibles d'apprentissage en se disant, mais finalement, d'habitude, on évaluait beaucoup de choses, mais c'était pas forcément ça, notre cible d'apprentissage, on en avait beaucoup autour qui n'étaient pas nécessaires, et on peut évaluer moins mais mieux, on peut évaluer également différemment. Et j'ai beaucoup aimé ce propos d'une direction d'école qui nous disait on a profité de la formation à distance pour développer une réflexion afin de mettre l'évaluation au service de l'apprentissage. Et je trouve que c'est très intéressant de le rappeler parce que finalement, oui, on est peut-être dans une société qui veut toujours noter, évaluer, mais à la base, quand on est dans l'éducation, on veut surtout apprendre et que nos élèves, nos étudiants apprennent. Donc, en termes d'exemples, eh bien, il y a eu beaucoup de recherches sur le développement de la triangulation. Donc, effectivement, il faut des moyens quand même de justifier les évaluations, que ce soit aux parents, aux élèves, aux directions, etc. Donc, l'idée, c'était de se demander comment on collecte des traces, etc. D'habitude, on sait le faire en présence. Mais là, finalement, à distance, ça se fait bien aussi parce qu'on voit les étudiants, les élèves en train de travailler. Justement, on comprend encore mieux leur processus. Parfois, nous expliquait un enseignant, disait, bien oui, finalement, je les vois en train d'écrire, je les vois en train de faire leurs changements, je les vois en train de surligner. Et puis là, je me suis aperçue de quelque chose dont je ne m'étais jamais aperçue en présence, à savoir qu'il y avait un raisonnement qui n'était pas correct, une procédure qui n'était pas correcte, qu'il a pu améliorer. Donc, il y a des nouvelles façons d'évaluer qui ont pu émerger, là, visant une tête bien faite plutôt que bien pleine. On voit que certains nous disent qu'ils ont fait des entretiens, donc des cartes conceptuelles, qu'ils ont demandé aux étudiants de se filmer ou de s'enregistrer en audio, etc. Puis que finalement, ça prend pas plus de temps de correction, c'est plus intéressant. Donc voilà, avec mes collègues Marie-Hélène Hébert et Serge Gérald-Lajoie, on avait plusieurs fois mentionné l'intérêt des évaluations authentiques, tant au niveau de l'évaluation formative que sommative, dès lors qu'on est en formation à distance. Ça peut se faire en présence aussi, là, mais formation à distance, plus l'évaluation est authentique, moins il y a de risques de plagiat et de tricherie. Donc, plutôt que d'essayer d'être dans la surveillance, être dans la conception au début d'une activité qui va amener à faire un travail original, nous semble souvent plus prometteur. Et c'est ce que beaucoup ont essayé de faire comme ils pouvaient au niveau donc de l'enseignement, quel que soit l'ordre d'enseignement. Donc, formation à distance et pandémie, on s'est retrouvé dans un contexte particulier. On n'est pas complètement sorti, mais quand même quasiment. Ce qu'on a vu, j'ai mis les choses en termes de domaine, là, technologie, formation, accompagnement, évaluation. On peut se dire qu'en fait, c'est des problématiques qui sont très connues parce que les travaux portant sur des problématiques comme ça existaient déjà avant. Alors, au niveau de la technologie, par exemple, les travaux sur la fracture numérique, que ce soit en termes d'équipement ou bien de compétences, étaient connus, liés aux inégalités sociales, etc. Les travaux également étaient nombreux sur les usages, quels usages on fait des technologies. Il y a des usages, il y a des non-usages, il y a des usages sociaux, par exemple des technologies de la communication, des médias sociaux, mais qu'on ne répercute pas pour autant au niveau pédagogique. C'est souvent des critiques qui ont été faites d'ailleurs pour les idées de digital natives, etc., de dire oui, les jeunes savent utiliser les technologies, mais pour autant, ils ne savent pas forcément les utiliser au niveau pédagogique, et c'est pas la même chose de chatter avec son copain pour savoir à quelle heure on se réunit au McDo du coin que de savoir faire le travail en ligne avec lui. Donc, ces travaux existaient déjà depuis un bout de temps. Au niveau de la formation à distance, de ses spécificités également, des travaux existaient déjà, de se dire, bien finalement, la formation à distance, c'est différent de la formation en présence. D'une part, au niveau de l'enseignant. L'enseignant en présence, bien souvent, c'est un travail individuel. Il conçoit son cours, il va le faire devant ses étudiants et il travaille quelque part seul. Alors qu'en formation à distance, en temps normal, on est nombreux quelque part. Il va y avoir effectivement un enseignant qui est l'expert du contenu, mais il va y avoir un autre spécialiste en médiatisation, un autre spécialiste en ci, en ça. Donc, il y a une complémentarité du travail, et puis c'est souvent un petit travail
travail à la chaîne où chacun met son expertise, le graphiste, l'informaticien, chacun met son expertise pour avoir quelque chose de qualité. Donc, ces travaux étaient là aussi déjà existants en termes de différence entre l'enseignement, l'apprentissage en présence, à distance. Oui, ça n'est pas la même chose. On le sait très bien que pour apprendre à distance, il faut plus d'autonomie. Monique Lénard le signalait dès le début des années 2000. Bien souvent, l'autonomie est présupposée, alors qu'au contraire, elle doit être développée. Puis la formation à distance peut être une occasion de la développer. Mais si on part que c'est à présupposer que les élèves, les étudiants sont autonomes, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de mal à les garder. En termes d'accompagnement, la nécessité de scénariser l'accompagnement en formation à distance, pareil, était déjà connu. Le fait que les plans de soutien comprennent différentes dimensions, il y a différents plans. Donc, on peut penser aux travaux d'André-Jacques Deschênes et autres qui nous expliquaient bien, oui, on peut aider l'élève dans son apprentissage, l'étudiant, mais il n'y a pas que le niveau cognitif, il y a le soutien socio-affectif qui est important, le soutien motivationnel, etc. Si on veut que nos étudiants persévèrent, qu'ils réussissent, il faut essayer d'agir sur les différents plans. Au niveau de l'évaluation, pareil, on avait déjà quand même des travaux, même si c'était pas toujours spécialement en formation à distance, mais qui disaient, oui, il y a des activités classiques, des QCM, etc., qui existent, mais on peut aussi en faire des nouvelles, et puis on n'est pas obligé de faire toujours du travail surveillé, chronométré. Pourquoi pas repenser l'évaluation autrement? Donc, en bref, il y avait beaucoup de problématiques qui sont apparues, mais qui étaient déjà connues auparavant et qui n'était pas forcément nouvelle en ce sens. Par contre, ce qui était nouveau, c'est le contexte de pandémie, à savoir la rapidité d'adaptation et de réaction qu'il a fallu avoir. Donc, c'était pas le temps de se replonger dans d'anciens travaux, de se former, etc. Non, il fallait tout faire en même temps, se former et enseigner. La constante gestion de l'imprévu a été également donc un grand défi, on l'a déjà mentionné. Et puis les questions de santé mentale et physique des élèves et enseignants qui ont été quand même très importantes. Avec les mesures sanitaires, donc on pense au confinement évidemment, mais aussi la distanciation, le passeport vaccinal, donc il y a une fin des activités physiques, une forme d'insécurité, de peur du virus, de contaminer, t'as un enfant, tu risques de contaminer grand-papa, grand-maman, etc. Pour certains, ces situations de ces mesures sanitaires ont aussi amené donc la fermeture de commerce et autres, donc une insécurité potentiellement financière et alimentaire dans les familles ou bien pour des étudiants. Donc, on voit que ça a créé un contexte quand même très particulier il y a eu d'ailleurs une forte augmentation des demandes à tel jeune, un organisme communautaire aussi qui nous expliquait qu'il avait eu 40% de demandes supplémentaires parce qu'il y avait de gros problèmes au niveau de la santé mentale, de l'anxiété. On le voit dans différents rapports d'experts, donc forte augmentation de l'anxiété, de la dépression, des problèmes de comportement. Là, les élèves, oui, par moment, on a pu les ramener en présence, mais ils ne savaient plus comment se comporter à l'école, etc. Des troubles de l'alimentation, des cas d'anorexie, même chez des élèves du primaire très jeunes, ce qui est très rare normalement à cet âge-là, des troubles du sommeil. Et ces défis-là, je les ai vus dans les entretiens, ils sont apparus clairement. Mais quand on regarde également le rapport à droite, là, on voit aussi que ça fait partie des principaux défis. Donc, au niveau du Canada, on voit stress et santé mentale, pratique d'évaluation, on en a parlé, stress et santé mentale des étudiants, des enseignants. Donc, on le voit qu'à tous les niveaux, ça a créé un contexte quand même très, très particulier qui fait que la formation à distance était pas ce qu'elle aurait été dans un contexte normal. Là, on était vraiment coupé de tous les liens sociaux habituels. Donc, entre contraintes et créativité, c'est là qu'on en arrive. On voit bien que les mesures sanitaires et les changements occasionnés par le passage à distance ont été contraignants. Donc, pour les directions, les enseignants, les élèves, ça a créé des tensions, de la fatigue, on en a beaucoup parlé. Mais en même temps, ça a aussi offert une certaine liberté, une certaine possibilité de sortir des routines, de faire autrement, parfois de faire mieux aussi. On voit qu'il y a eu un usage nécessaire des technologies de l'information et de la communication qui a permis un développement des compétences numériques qui étaient souhaitées depuis longtemps, mais qui finalement n'advenaient pas. Là, il n'y avait pas le choix. Donc, dans ces cas-là, on y va. Ça a permis aussi de découvrir d'autres modes d'enseignement. Donc, c'est une découverte intéressante parce que ça peut favoriser la flexibilité, l'adaptation à certains besoins. On sait que la transposition
de présence à distance est difficile, qu'elle ne donne rien de très intéressant bien souvent. Donc, ça a amené à créer ou à repenser des nouvelles activités, que ce soit de formation ou bien d'évaluation. Et puis, on a vu aussi émerger les besoins de soutien, mais ces besoins de soutien ont permis de créer justement des nouvelles collaborations, des nouveaux dispositifs de soutien qui ont pu être mis en place. On peut penser au tutorat davantage financé par le ministère et d'autres éléments. Donc, on voit que finalement, à toute chose, malheur est bon, puisqu'on permet d'avancer quand même dans ce qu'on fait au niveau de la formation, ce que ça peut retentir en présence comme à distance. Donc, il y a des apprentissages qui sont susceptibles d'être pérennes. Là, je vous ai mis les propos de 3 responsables de ressources éducatives de centres de services scolaires différents. Où on nous dit bien ça a permis finalement de donner une grande poussée au déploiement du plan d'action numérique, ça a permis de développer la créativité. On nous dit ben, les enfants ont aussi développé leur habileté à travailler à l'ordinateur, leur habileté à être plus autonomes. Et oui, peut-être qu'ils ont moins développé leurs compétences en français, en mathématiques que d'habitude, mais il y a quand même eu des apprentissages intéressants. On nous dit bien ceux qui ont vraiment fait l'effort de développer leurs compétences sont rendus ailleurs et puis ils vont amorcer de nouvelles réflexions, ils ne voudraient plus revenir en arrière. Donc il y a quand même des choses intéressantes, des apprentissages pérennes. Au niveau de l'enseignement à distance également, là que je vous ai donné l'exemple de j'enseigne à distance tantôt par exemple, ben, ça nous a servi quand on a fait j'enseigne à distance. Après on a fait j'étudie à distance, on était mieux armés, on avait appris, on avait eu des idées, par exemple de faire des vox pops. Ben là on l'a repris, on a été plus rapide. On était mieux organisé d'emblée parce que bien on apprend en faisant et donc on peut évidemment renouveler nos façons de faire ce faisant. Donc formation à distance et avenir, quelle perspective? Donc, pertinence du développement de la formation à distance, eh bien, je pense que c'est ça. On a eu des développements qui ont eu lieu, mais ils ne sont pas parfaits, en ce sens qu'on n'a toujours pas de dispositif provincial de formation à distance comme ça existe depuis longtemps en Ontario, par exemple. Il y a eu des écoles virtuelles qui ont été créées, puis c'est intéressant, mais l'étendue et l'accès est assez limité, d'après ce que j'ai pu en comprendre. Donc, ça ne reste pas des portes ouvertes à tout moment pour qui veut s'y inscrire. On aurait besoin par ailleurs de continuer à développer la formation à distance pour les élèves quand ils sont malades, les élèves handicapés qui ne peuvent pas se rendre sur place, ceux qui ont un emploi du temps atypique, on pense notamment aux sportifs, ceux qui sont en déplacement, là on peut en avoir des parents diplomates, etc., qui vont à droite, à gauche. Donc on garde ce besoin d'une formation à distance au primaire, secondaire qui mérite de continuer donc à être développé. Au niveau de la récupération de certains enseignants aussi, on peut y penser parce qu'on manque d'enseignants. On nous le dit tout le temps, on manque d'enseignants, ben oui, mais à distance, des femmes enceintes, des personnes immunodéprimées, des personnes qui n'arrivent pas à gérer un collectif en classe, etc., pourraient très bien travailler confortablement en formation à distance. Et puis, c'est des enseignants qui peuvent être tout à fait efficaces dans ce mode-là. L'accessibilité des cours optionnels également peut être intéressante puisque même des élèves en présence pourraient bénéficier de cours donnés ailleurs, mais à distance dans leur établissement. Et enfin, on pense aussi que le développement des cours à distance pourrait soutenir les nouveaux enseignants qui sont parfois non qualifiés et qui pourraient du coup s'appuyer sur ces cours. On sait qu'il en existe déjà un bon nombre, là, pas forcément des programmes entiers, mais on peut penser notamment au Centre de services scolaires de la Beauce et de Chemin qui offre des cours à distance depuis longtemps. Et ces cours-là peuvent tout à fait servir de soutien aux enseignants qui ont à préparer des nouveaux cours parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Au niveau du collège, de l'université, pareil, le développement de la formation à distance se fait depuis plus longtemps, mais il mérite également d'être poursuivi, notamment au Québec, puisque je vous ai dit que j'étais beaucoup sur ce point de vue-là actuellement, mais on voit qu'au Québec, 20% des 25-64 ans ont un grade universitaire, tandis qu'ils sont 25% en Ontario. Donc, c'est l'enquête sur la population active de 2019 qui nous signalait ça. On voit par ailleurs à droite que justement, avant la pandémie, en Ontario, il y avait déjà beaucoup plus d'inscriptions dans les cours en ligne, donc en enseignement supérieur, qu'au Québec. Donc, on se dit, bah oui, la formation à distance, ça serait peut-être justement
à continuer à développer pour favoriser justement l'accès. Le plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur nous dit pour que le plus grand nombre réussisse, il faut qu'un plus grand nombre accède aux études supérieures et y persévère. La formation à distance peut être tout à fait une solution pour favoriser cet accès, on le sait bien. Enfin, quelques points de vigilance, puisque je parle toujours avec grand enthousiasme de la formation à distance et puis du besoin de la développer toujours plus, mais il convient de rester vigilant, à savoir que faire de la formation à distance de qualité, ça prend du temps, ça prend des experts, ça n'est pas synonyme de faire un cours magistral en visioconférence. Donc, l'urgence et la qualité, c'est pas la même chose et on ne peut pas multiplier les formations à distance d'urgence. On a dû le faire, il n'y avait pas le choix pendant la pandémie, mais tant qu'à en développer, il faudrait mieux que ça soit de qualité. L'apprentissage disciplinaire se fait très, très bien en formation à distance. Il en est différent de l'apprentissage comportemental. Donc, si on pense notamment aux enfants qui ont des grands besoins en termes de socialisation, mais même des fois au-delà, parce que je suis sociologue de formation, donc socialisation primaire, socialisation secondaire, tout ça, c'est très important et évidemment, à distance, c'est beaucoup plus difficile. Il faut évidemment y penser quand on conçoit sa formation, mais il faut aussi penser que la formation à distance n'est peut-être pas adaptée à tous. C'est pour ça que je mets public spécifique, tout public. Il est évident que la formation à distance est bien mieux adaptée à des adultes autonomes qui ont des bonnes connaissances sur leur façon d'apprendre qu'à des plus jeunes publics qui, eux, ont besoin vraiment d'être encadrés de façon plus proche. Et puis, on sait également que la formation à distance permet d'augmenter l'accès à l'éducation, puis ça, c'est très, très intéressant, mais que ça peut aussi créer des inégalités. On l'a vu dans le cadre de la pandémie, quand tous les élèves sont en formation à distance, par exemple, ceux qui ont des parents susceptibles de les aider vont s'en sortir évidemment bien mieux que ceux qui n'ont pas ce soutien à la famille. Et puis, on peut penser à bien d'autres exemples, aussi bien au niveau des plus jeunes que des étudiants de collège ou d'université. Donc, pour ne pas conclure, puisqu'on est dans une ouverture de grands rassemblements, juste quelques points concernant les répercussions de la pandémie sur la formation à distance. Eh bien, on sait qu'il y a eu quand même une certaine croissance du nombre de cours en ligne, donc qui permet d'augmenter l'accessibilité de la formation, ce qui est fort intéressant. Ça augmente peut-être aussi, ou ça pourrait augmenter en tout cas la concurrence entre les établissements, à voir. Il y a une augmentation de la connaissance de la formation à distance qui est intéressant parce que, comme on le disait au début, c'était pas forcément bien connu. Maintenant, tout le monde sait que la formation à distance existe et grosso modo que si tu n'as pas le temps d'aller sur le campus parce que ça ne correspond pas à tes horaires de travail, tu peux quand même te former. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à faire des formations pendant la pandémie alors qu'ils n'étaient pas inscrits à l'université avant. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on voit qu'on manque d'adultes actifs formés. Eh bien, c'est des belles occasions. Croissance des attentes aussi en termes de flexibilité de communication. Donc, on a vu qu'il y a eu un développement de la formation hybride, comodale, etc., lié à la formation à distance. Donc, on sait que désormais, on peut faire à distance, qui crée des attentes, que ce soit des enseignants, que ce soit des étudiants, de se dire, bah oui, mais là, moi, il y a des choses où je veux pouvoir être chez moi, j'ai pas toujours envie de devoir me déplacer. Donc, ça crée des évolutions, et ça va pas forcément être toujours facile de s'adapter à ces nouvelles attentes, mais ça fait partie des choses à venir. Développement de la communication par visioconférence également. Avant la pandémie, là, on se serait pas forcément retrouvés aussi nombreux sur Zoom. On se serait demandé ce que c'était. Puis maintenant, c'est devenu monnaie courante. Si on n'en fait pas 10 par jour, c'est au moins 2. Donc, développement de toute cette visioconférence qui est intéressante. Mais là, pareil, il faut se rappeler qu'il faut faire attention parce que la journée en visioconférence, c'est fatigant. Croissance des besoins de données et de recherche. Évidemment, je pense qu'il va être très important de continuer à suivre les apprenants qui ont connu cette période de formation à distance, cette période de pandémie. Comme on le voit, il y a un double enjeu et puis il faut faire attention aussi à ne pas mettre des mots sur la formation à distance qui sont en fait des mots liés à l'isolement social, etc. Donc, il va falloir faire la part des choses, mais voir également comment accompagner les apprenants qui ont le plus besoin, qui ont peut-être souffert
des mesures sanitaires et du contexte. Et puis surtout, on a besoin de données sur la formation à distance et de recherche systématique. Comme vous l'avez vu au ministère, les données qu'on a actuellement sont pas tellement exploitables. On a un nombre de cours, oui, mais en termes d'apprenants, on n'est pas capable de dire combien d'apprenants sont en formation complètement, partiellement à distance. Donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Puis au niveau des recherches systématiques également, parce que dans la recherche, on est souvent à étudier tel dispositif particulier qu'on a mis en place, etc. Puis c'est très intéressant, mais ça ne permet pas forcément de généraliser des dispositifs qui fonctionnent ou des bonnes pratiques. Donc, on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là à faire. Et puis, j'invite tous les collègues qui font de la recherche à y travailler grandement. Je souhaite à tous un bon rassemblement, aussi un bon appétit à ceux qui ont leur caméra éteinte et qui sont peut-être en train de déjeuner, ou plutôt de dîner.